Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. C'est parti pour les titres. Après leur sacre historique, les Lions de la Teranga, récompensés par le président de la République, 75 millions de francs CFA et 1500 mètres carrés par joueur, des largesses qui s'étendent également au staff technique ainsi qu'aux membres de la fédération. Tambacounda, pour sa part, s'apprête à célébrer Sadio Mané. Le maire a décidé d'honorer cette légende du football en plus de l'élever au rang de citoyen d'honneur de la commune. 4 pêcheurs portés disparus à l'issue d'un drame qui s'est produit en haute mer. Un bateau de pêche aurait heurté une pirogue avant de prendre la fuite à Gendar. Un collectif de pêcheurs implore de l'aide pour leur famille dans le désarroi. Menacés d'expulsion pour loyer impayé, des étudiants de Kumpentum sonnent l'alerte face à la presse. Ils disent compter sur les bonnes volontés et notamment sur le gouvernement pour leur éviter l'expulsion. Leur porte-parole s'exprime dans ce journal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous et re-bienvenue à ce journal que nous ouvrons avec ce sacre historique des Lions en guise de reconnaissance pour leur performance exceptionnelle. Le chef de l'État a annoncé, je vous l'annonçais tout de suite, donc une série de récompenses au profit de l'équipe nationale, des primes financières et des attributions de terrain aux joueurs, aux dirigeants de la Fédération sénégalaise de football ainsi qu'aux membres de la délégation nationale. 75 millions de francs CFA et 1500 mètres carrés sur la petite côte par joueur, des primes et des récompenses sur lesquelles nous reviendrons certainement lors de nos prochaines éditions. Et puis invité par le président de la République à la cérémonie de sacre des Lions de la Teranga, Youssou N'Dour a tenu à féliciter les champions d'Afrique ainsi que le chef de l'État. À l'issue de sa prestation devant les Lions, l'artiste a lancé un appel à l'unité et à la cohésion nationale. Nous l'écoutons. Merci, Monsieur le Président, sur l'invitation et je vous félicite. Je félicite Monsieur le Premier ministre et son gouvernement et je salue notre ministre des Sports, Khady Ndamrek laa la waxoon moo ñëw. Merci beaucoup. Sénégal, ensemble, lu ñu soog daan ko. Merci beaucoup. Voilà donc le Sénégal qui célèbre ses champions après le deuxième titre continental remporté au Maroc. La ville de Tambacounda a décidé d'honorer particulièrement le footballeur Sadio Mané pour saluer son génie durant tout ce tournoi. Le maire va baptiser soit une rue ou un édifice à son nom, en plus de l'élever au rang de citoyen d'honneur de la commune. Le reportage est signé Mamadou Diouf. Le sacre des Lions de la Teranga au Maroc, marquant leur deuxième titre continental dimanche dernier, a déclenché une liesse nationale. À Tambacounda, les populations célèbrent particulièrement le génie de Sadio Mané, véritable moteur de l'équipe durant tout le tournoi. Donc Sadio a montré encore une fois de plus, en tout cas tout son talent durant toute la durée de la compétition, terminant meilleur joueur de la compétition. Et aussi, il est entré dans l'histoire car il fait partie de ces joueurs qui ne sont pas nombreux à avoir marqué plus de 10 buts dans une CAN et à aussi faire plus de 10 passes décisives. Donc je pense qu'aujourd'hui, Sadio Mané quand même reste une légende au Sénégal et il a prouvé. Sadio Mané est un symbole. Tout le peuple doit lui rendre hommage. Il a fait ce qu'aucun footballeur n'a fait au Sénégal. Sadio Mané, voici un gosse donc exemplaire à tout point de vue. Parce que l'autre jour là, ce qu'il a fait, donc il a montré son humilité. Il a montré que donc dans toutes choses, ayez toujours le sens donc de la patience, de la résilience. Et c'est ça qu'il a montré à la face du monde. À grand mérite, grande récompense. C'est pourquoi le maire de la commune de Tambacounda a pris la décision de baptiser certaines rues ou édifices publics au nom de Sadio Mané. Et vraiment, Sadio nous a honorés. Sadio a honoré le peuple sénégalais. Raison pour laquelle, comme nous sommes dans un programme de revoir, de baptiser certaines rues et certains édifices à nos parents qui ont beaucoup contribué dans le développement de Tamba, même au président de la République. Donc nous comptons vraiment faire une proposition au niveau du conseil municipal
pour baptiser une ruelle ou un édifice au nom de Sadio Mané. Parce que Sadio, c'est une icône. La décision de Sadio Mané de mettre fin à sa carrière internationale suscite l'incompréhension des populations. Les fans l'appellent alors à prolonger son parcours pour continuer d'encadrer la relève. Non, man andomati. Je ne suis pas d'accord de cette décision. Il doit rester dans l'équipe et continuer d'accompagner les jeunes pour espérer une 3e étoile à la prochaine CAN. Non, moi je ne suis pas d'accord. Parce qu'il l'a montré aussi sur ce CAN-là. Sadio était parmi les meilleurs joueurs africains. Donc il ne peut pas laisser comme ça le football. Non. Ça, nous ne sommes pas d'accord. À Tambacounda, la fierté d'arborer une 2e étoile sur le maillot national est immense. Les populations locales sollicitent officiellement le passage du trophée dans leur terroir, estimant qu'elle mérite elle aussi de communier de près avec cette victoire qui honore tout le Sénégal. Je vous l'annonçais en titre, ce drame avec ce bateau de pêche qui a heurté une pirogue en haute mer avant de prendre la fuite. 4 pêcheurs ont été portés disparus. Les Guet-Ndariens ont organisé plusieurs recherches infructueuses avant de se résigner à organiser leurs obsèques. Les populations sur place demandent aux autorités sénégalaises de venir en aide aux familles complètement dans le désarroi. Le point est avec Ousseynou Diop et Habib Seck. La population guet-ndarienne est sous le choc après l'accident tragique qui a coûté la vie à 4 pêcheurs sénégalais. Une pirogue a été heurtée par un bateau qui a pris la fuite, laissant derrière lui un bilan lourd et des familles dévastées. Mohamed Sarr, rescapé de l'accident. On était en train de dormir, nous avons entendu le bruit et la pirogue s'est renversée immédiatement. Nous avons perdu 4 pêcheurs. J'ai sauvé 2 ou 3 personnes, je pense, mais le reste était déjà dans l'eau, qui était très glaciale. Ils sont morts comme ça. La famille Sarr a déjà organisé le deuil, mais les Guet-Ndariens dénoncent le manque de soutien de l'État sénégalais. Nous avons organisé le deuil parce que nous savons qu'aucune personne ne peut passer plus de 4 heures en mer. Nos recherches ont été vaines, c'est pourquoi la famille a organisé la cérémonie. Mais il faut dire que nous n'avons pas reçu le soutien de l'État sénégalais. Les populations de Guet-Ndar viennent ici chaque instant pour présenter leurs condoléances à la famille éplorée. Les pêcheurs guet-ndariens sollicitent l'accompagnement de l'État pour cette famille qui, en 3 ans, a connu 3 accidents en haute mer. Depuis l'accident, aucune autorité sénégalaise ne s'est déplacée pour nous soutenir. C'est ce qui nous fait mal dans cette histoire. Les autorités doivent nous accompagner parce que nous vivons des moments très douloureux. Depuis l'accident, aucune autorité sénégalaise ne s'est déplacée pour nous soutenir. C'est ce qui nous fait mal dans cette affaire. Les autorités doivent nous accompagner parce que nous vivons des moments très douloureux. Aujourd'hui, la tristesse est immense à Guet-Ndar, où les 4 personnes disparues n'ont pas été retrouvées après plusieurs heures de recherche. Signature du statut du personnel, accélération des recrutements, réduction des longues détentions provisoires et renforcement de la formation professionnelle. Tels sont les chantiers prioritaires de l'administration pénitentiaire pour 2026. Lors de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux, l'inspecteur Aliou Ciss a placé la modernisation de l'institution au cœur des priorités de son plaidoyer. Le directeur général a cependant salué un bilan positif pour 2025, marqué toutefois par une baisse des évasions et une amélioration des conditions de détention, et cela malgré la surpopulation carcérale. Nous l'écoutons au micro de Al-Hassan Ba et Yaya Diallo. Parmi tant d'autres ont permis d'atteindre au taux satisfaisant les objectifs qui étaient fixés en début de l'année écoulée et permettent de se projeter sur les perspectives de l'année 2026. Je citerai le plaidoyer pour la signature du statut du personnel de l'administration pénitentiaire qui est toujours attendu, le renforcement de la formation des personnels, le recrutement de personnel pour le renforcement des effectifs, le lancement du système intégré de l'administration pénitentiaire pour la digitalisation des greffes pénitentiaires afin d'être en phase avec la politique de l'État
sur le New Deal technologique. L'amélioration des conditions de vie des détenus par l'augmentation du nombre de places, l'équipement des établissements pénitentiaires, le plaidoyer pour l'augmentation et la fréquence de la mise en œuvre des modes d'aménagement des peines, le plaidoyer pour la réduction des longues détentions provisoires, la construction d'un siège de la Direction générale de l'administration pénitentiaire et des directions régionales de l'administration pénitentiaire. Malgré les ambitions et perspectives et les efforts entrepris, force est de constater que l'administration pénitentiaire est confrontée à des défis majeurs persistants liés à la surpopulation carcérale. Et je voulais annoncer en titre les étudiants ressortissants de Koumpentoum, région de Tambacounda, une région d'ailleurs qui compte 10 communes, sont dans le désarroi au sein de l'université Assane Seck de Ziguinchor, où ils sont pensionnaires. Ils disent devoir des arriérés de loyer aux propriétaires des appartements qu'ils occupent. Ces étudiants lancent un cri de cœur et en appellent à la réaction rapide des autorités. Les propos de leur porte-parole sont recueillis par Boubacar Diassi et Lamine Mandjan. Nous, les étudiants ressortissants du département de Koumpentoum, ici à Ziguinchor, nous sommes actuellement dans des situations alarmantes. Et aussi, c'est des situations aussi liées à notre appartement. Nous avons 3 mois d'arriérés et bientôt la fin du mois de janvier, le bailleur, lui, il a dit qu'il va nous expulser à la fin du mois. Donc, ce qui va être très déplorable pour nous les étudiants. D'ailleurs, cela aussi, ça coïncide avec aussi un contexte particulier, avec bientôt l'arrivée des nouveaux bacheliers ici à l'université pour essayer de continuer de poursuivre leurs études supérieures. Donc si ces derniers arrivent ici à l'université alors qu'ils ne trouvent pas ici un appartement, c'est-à-dire un local, là où nous allons les loger, c'est un problème majeur. Et du coup, nous lançons un appel solennel, particulièrement les autorités administratives comme Madame le préfet du département de Koumpentoum. Nous vous lançons un appel solennel. Nous sommes en train de souffrir. Nous sommes en train de vivre des situations tellement catastrophiques, que ce soit le président du conseil départemental, les maires, parce que le département de Koumpentoum compte 10 communes. Et nous restons dans le sud, plus précisément à Bagadadji, un village situé dans la commune de Djaroumé. C'est dans le département de Bunkiling, un village qui traverse d'énormes difficultés liées à l'absence d'infrastructures socio-économiques de base, des routes, des forages et des centres de santé. Sur place, les populations demandent naturellement de l'aide. Le point avec Bakary Konté. Les images sont signées par Khalid Diamé. Bagadadji, l'un des plus gros villages de la commune de Djaroumé, manque presque de tout. L'accès est difficile à cause de l'état de dégradation très avancé de la route. L'accès à Bagadadji est extrêmement difficile. Ça, c'est une doléance qui est devenue litanique. La route qui mène à Bagadadji est une route en très mauvais état. Alors nous avons demandé, à défaut de la réhabiliter, ce que le temps ne permet pas, mais de nous doubler les abords, de l'élargir davantage pour que la visibilité puisse être assez bonne, pour éviter que des accidents ne surviennent, parce que c'est arrivé il y a quelques années. Ces populations de cette partie de la commune de Djaroumé ont du mal à trouver de l'eau potable car le forage fournit une eau de mauvaise qualité. Le forage qui dessert Bagadadji fournit une eau qui n'est propre à rien. On ne peut pas la boire, on ne peut pas faire la cuisine avec, on ne peut pas faire le linge avec. Et donc on dit même qu'on ne peut même pas arroser des plantes avec. Pour dire qu'à la limite, c'est une eau nocive. Donc, Bagadadji étant au bord d'un marigot, n'est-ce pas, qui est très salé, hein, les puits qui sont, les maisons qui sont en bordure de marigot, n'est-ce pas, donnent des eaux un peu salées. Pour avoir de l'eau potable, je veux dire, il faut remonter un peu vers le haut. Pas de poste de santé dans le village. Les populations, avec l'aide de la diaspora, ont entamé la construction d'un poste de santé. Un village maintenant qui prend sur lui l'engagement de financer un poste de santé par ses propres moyens,
à travers ses ressortissants, ses expatriés et d'autres donateurs de bonne volonté. Je pense qu'on doit véritablement accompagner ces villages-là. Ces populations de Bagadadi dans le département de Bounkiling attendent avec impatience l'aide des autorités afin de sortir du gouffre. Allez, nous quittons le sud pour le nord et c'est pour parler du lancement de la campagne agricole contre-saison en riz, un programme national d'autosuffisance en riz lancé au cours de cette campagne dite de contre-saison. Chaude, producteurs, techniciens et bailleurs de fonds se sont retrouvés autour d'une table suite à la dernière tournée du directeur général de la SAED, la Société d'aménagement des eaux du Delta. Eh bien, les acteurs de la filière riz se sont donc retrouvés pour une journée d'échange afin de lever toutes les contraintes. Cette année, plus de 3000 hectares seront emblavés. Les détails, c'est avec Ali Bandagnan. À la fin des récoltes de périmètres et casiers agricoles qui marquent la fin de la campagne hivernale, les riziculteurs de Matam s'orientent désormais vers celle-là dite de contre-saison. À travers son programme d'intensification des cultures, la SAED vient de lancer cette deuxième campagne pour emblaver plus de 3200 hectares. Après le passage du directeur général en tournée dans la vallée du fleuve Sénégal, les riziculteurs de Matam et l'encadrement technique viennent de prendre part à une journée d'échange et de mise à niveau. Il a été question aussi de recueillir l'ensemble des préoccupations des différents acteurs, que ce soit les producteurs, les partenaires techniques et financiers, les projets et programmes. Donc du côté des producteurs, on a pu recenser un besoin pour améliorer un peu les conditions d'exploitation. À l'issue de l'hivernage, il y a un certain nombre de périmètres qui ont été inondés par les eaux de pluie et qui certainement ont besoin de réhabilitation, voire de travaux confortatifs. Il a été question aussi de lever les contraintes un peu liées à la disponibilité des moyens d'irrigation, c'est-à-dire les GMP. Il y a beaucoup de GMP qui sont actuellement en panne, qui ont besoin soit de réparation ou bien carrément d'être renouvelés. Donc il a été question aussi de parler du financement. À l'issue de la campagne aussi d'hivernage, on est en train un peu de s'affairer pour un peu améliorer le taux de remboursement. Qui dit production dit financement. Si le taux de remboursement n'est pas satisfaisant à 100%, il y aura des difficultés pour que certaines OP puissent être accompagnées. C'est l'occasion peut-être de remercier l'ensemble des projets et programmes qui ont eu à mettre à la disposition des producteurs un certain nombre d'intrants, tels que des semences, des engrais et même des équipements en motopompe. Donc c'est le moment aussi de saluer l'ensemble de ces efforts de la part des projets et programmes. La mise en place des intrants aussi n'est pas du reste. Ce qui dit production dit des épandages à temps. Et pour cela, je pense que les besoins ont été envoyés. Au cours de cette rencontre de plusieurs heures, il a beaucoup été question de la menace acridienne, le coût exorbitant des factures d'électricité, tout comme le gap de motopompes. Les riziculteurs de Matam qui se réjouissent des efforts de la SAED en ont profité pour encourager le volet mécanisation porté par le ministère de l'Agriculture. La une de l'actualité politique, ces cadres de la convergence d'action pour le projet Diomaye Président qui se disent préoccupés par le plateau technique des postes de santé dans la commune de Ndiaganiao qui apparemment manque de tout. Pour améliorer la situation, un important lot de matériel a été octroyé justement en faveur de ce poste de santé de Ndiaganiao pour permettre à la population d'avoir une meilleure prise en charge sur le plan sanitaire. Cependant, le CAP s'engage à porter le plaidoyer auprès des autorités compétentes pour la construction d'un hôpital de niveau 3 à Ndiaganiao, un hôpital qui va polariser une centaine de villages. Nous écoutons tout de suite le docteur Amidou Diawo, coordonnateur national des cadres de la convergence d'action pour le projet Diomaye Président, au micro de Neymati Dian à Mamadou Gueye. À Ndiaganiao aujourd'hui pour apporter un don de matériel médical. Un don qui nous a été remis par des partenaires et le président de la République nous a instruit de venir remettre ce lot qui fait une valeur environ de 10 millions de francs CFA. Ce n'est pas beaucoup, mais pour toute chose, il y a un début. C'est une valeur symbolique, mais c'est un début dans la longue route, le long chemin qui consiste à équiper, à relever le plateau médical, le plateau sanitaire à travers le territoire national. La longue route
qui nous mènera certainement à la souveraineté sanitaire. Le matériel est composé de lits électriques, d'un échographe portatif, du matériel de bureau, de la climatisation, mais également des appareils de prise de constante sanitaire, des tensiomètres, entre autres, des ordinateurs, du matériel bureautique. J'ai pris l'engagement solennel tout à l'heure devant l'infirmier chef de poste, M. Sow, d'être personnellement l'avocat de ces postes de santé et du district de santé qui couvre cette zone. Je transmettrai à qui de droit toutes les doléances que nous avons entendues, entre autres les équipements nécessaires pour faire face au bon fonctionnement de ces structures de santé, mais également la ressource humaine, que ce soit de la formation, que ce soit de la prise en charge comme fonctionnaire de l'État, tout un ensemble de choses qui sont nécessaires pour que le plateau sanitaire soit d'un niveau meilleur. Ndiaga mérite mieux qu'un centre de santé, pourquoi pas un hôpital d'un niveau 3. Allez, intéressons-nous à présent aux résultats de cette enquête menée par la Ligue sahélienne de lutte contre les inégalités. Une enquête qui révèle que dans les États sahéliens tels que le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso ou encore le Tchad, eh bien, l'accès à une éducation de qualité demeure un véritable problème. Dans cette enquête menée par Oxfam, 6 jeunes sur 10 sont inquiets de leur avenir. Plus de la moitié disent avoir reçu une mauvaise éducation et 81% estiment que leurs dirigeants ne se préoccupent pas de leur futur. Un fait assez alarmant pour ne pas en parler, d'où un plaidoyer de la Ligue sahélienne de lutte contre les inégalités pour relever les défis d'une éducation inclusive, un plaidoyer dont nous parlerons certainement lors de nos prochaines interventions. Voilà qui met un point final à cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. L'actualité se poursuit comme d'habitude sur toutes nos plateformes digitales et tout de suite, deuxième partie de Soir d'Info avec Jean-Paul Ndour qui est déjà présent sur ce plateau. Jean-Paul qui avait pronostiqué la victoire des Lions déjà 10 jours avant le sacre. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'avait inspiré, Jean-Paul? Mais nous avions la plus belle équipe du tournoi. Et je savais que ces Lions-là avaient plus faim que nous, supporters. Et d'ailleurs, tu parles de football aujourd'hui, naturellement. Exactement, avec Eli Mandao, qui est journaliste et fondateur du meilleur joueur du monde. Il a conçu avec son équipe un système de calcul très précis, chiffré et uniforme sur les performances des joueurs. Donc nous allons décrypter scientifiquement les performances des joueurs à la CAN. Très belle émission en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite et félicitations, elle a été belle. Félicitations. Cette victoire, on a gagné avec la manière, comme on dit, excellente suite de programmes en notre compagnie. Restez avec Jean-Paul, vous êtes au bon endroit.